Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, chaque lundi, cette année, tout le long de l'année 2021, le Journal de Montréal va publier les résultats d'un sondage sur les Québécois. On teste les valeurs des Québécois. C'est un genre de baromètre du peuple québécois. Aujourd'hui, on parle, qu'est-ce que les Québécois trouvent le plus immoral? Quel est le péché mortel, le pire pour les Québécois? On voit que 96% des Québécois disent c'est le harcèlement psychologique, et Dieu sait qu'il y en a ces temps-ci. Et le deuxième, 95%, donc presque ex aequo, faire des commentaires racistes. Nous allons parler avec Mathieu Bock-Côté, qui a écrit justement un texte avec Philippe Léger, critiquant un peu, mais commentant les résultats de ce sondage-là. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, le crime de lèse-majesté, maintenant, c'est le racisme. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la définition de la morale. Hein. C'est-à-dire, quand on est, parce que si on compare sur 30 ans, donc 1990 à aujourd'hui, et aujourd'hui, 1990, ce qu'on voit, c'est que ce sont les questions qui relèvent de la morale privée, de la morale sexuelle, qui sont les plus fortes quand vient le temps de définir l'immoralité. Donc, tout ce qui relève de la vie intime, de la vie conjugale, des relents de morale chrétienne, comme la morale sexuelle catholique. Bon. 30 ans plus tard, ce qu'on constate, c'est que la définition de la morale a évolué. Et aujourd'hui, effectivement, ce que l'on voit au sommet, c'est les nouveaux tabous, les nouveaux péchés capitaux, ce sont ceux qui touchent de près ou de loin à l'intolérance et au racisme. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça dit sur l'évolution de notre société. Premièrement, moi, j'ai l'intime conviction que il n'y a aucune société sans religion ou sans sacré. C'est simplement que la religion, le sacré se déplace d'un objet à l'autre. Hein, et à quoi on repère le sacré? On le repère justement lorsqu'on touche des dogmes qu'on ne veut pas questionner. On peut dire qu'à au début des années 90, on est dans les résidus de la morale d'un autre temps. Et aujourd'hui, on est probablement dans le temps d'installation de nouveaux dogmes. Alors évidemment, le racisme est condamnable. Personne ne va en douter un seul instant. On en a vu les horreurs au 20e siècle, même bien avant, mais au 20e siècle, on a vu son horreur génocidaire, son horreur concentrationnaire. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment, à partir d'un nouveau péché, disons ça comme ça, eh bien, quelquefois, les excès qu'on peut donner de la définition du péché. Et ça, on le voit aujourd'hui. Donc, à partir de la notion du racisme, on a une série de nouveaux théologiens, de nouveaux curés, qui décident d'élargir la définition du racisme, comme autrefois on définissait de manière élargie la définition du péché privé. Par exemple, le voit avec tous les jeux de définition aussi. Racisme systémique, c'est dans l'actualité ces jours-ci, depuis quelques semaines en fait. Toutes les questions liées à l'intolérance, à la discrimination, on voit que ça s'étend. Et comme autrefois, celui qui péchait subissait la tempête d'eau bénite, on peut dire qu'aujourd'hui, il subit la tempête médiatique ou la tempête des réseaux sociaux. On peut voir aussi que les curés d'hier, ceux qui surveillaient les consciences, ceux qui surveillaient les arrière-pensées, il y a de nouveaux curés qui surveillent aussi conscience et arrière-pensée, qui scrutent les péchés, qui tracent sur les réseaux sociaux, que cela prenne la trace d'un like ou ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, aujourd'hui, on a reconstitué des interdits et qu'il n'est pas permis de questionner, justement, la portée, la définition de ces interdits-là. Est-ce qu'ils vont trop loin? Est-ce que leur définition est rigoureuse? Et la question que je me suis posée, disant tout ça, c'est dans 30 ans, quand on fera la prochaine enquête, que dira-t-on des années présentes? Est-ce qu'on verra des excès dans les années présentes? Est-ce qu'on trouvera que certains concepts qu'on condamne embrassaient trop large? Est-ce qu'on manquait d'esprit de nuance? Et que fera-t-on de ceux qui aujourd'hui sont nos nouveaux curés, même s'ils ne portent pas de soutane? Et je sais pas si on a ventilé, là, si on a fait ça par tranche d'âge, mais je suis convaincu que l'antiracisme, c'est une valeur beaucoup plus importante chez les plus jeunes.
Oui, ben ça, regarde, ça c'est normal. Encore une fois, il faut le redire. Hein. S'il faut le redire, le racisme est atroce, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qui est intéressant chez les plus jeunes, c'est la capacité souvent, et ça on le voit quand on enseigne, on le voit dans les débats, on le voit dans le fameux gala Mammouth, hein, on voit l'extension de la définition du racisme aujourd'hui. Le terme racisme s'étend à un point tel qu'il perd toute rigueur et toute signification concrète. Puis on se retrouve même dans cette situation particulière où on va dire, par exemple, parce que le sens des termes s'inverse même. Une équipe, on en parle, je pense, c'est aujourd'hui, les Indians de Cleveland, hein, dans le baseball, c'est du racisme. C'est du racisme anti-autochtone. D'accord, c'est du racisme, faut changer. Mais des gens qui en appellent à des zones non mixtes, non blanches, pour que les gens les racisés puissent se tenir ensemble à l'abri de la contamination des personnes blanches, ça c'est pas du racisme. OK. Donc et là, on rejoint la thèse d'Ibram X. Kendi, qui est une espèce de théoricien de l'antiracisme très influent aux États-Unis aujourd'hui, qui nous dit que ce qui est raciste, c'est pas la discrimination en soi, c'est la discrimination qui encourage les inégalités raciales. Mais si vous avez de la discrimination qui favorise la lutte contre le racisme, donc les zones non mixtes, donc les zones où les blancs ne sont pas autorisés d'une manière ou de l'autre, ça c'est pas du racisme, c'est de la justice raciale. Et là, on constate, comme autrefois il y avait la discussion sur le sexe des anges et la discussion théologique de mille manières. Aujourd'hui, il y a des théologiens de l'antiracisme qui se battent entre eux pour savoir quelle est la définition véritable de ce péché. Moi, j'en reviens à une définition simple. Le racisme, et ça, là où on devrait tous s'entendre, c'est l'appel à la discrimination ou à la haine sur la base de la couleur de la peau de quelqu'un. C'est l'appel à la discrimination raciale. C'est l'appel à la haine de l'autre sur la base de sa couleur de peau. C'est le refus de l'autre sur la base de la couleur de sa peau. C'est le refus de l'autre à partir de son identité dite raciale. Ça, c'est du racisme. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à partir de ce noyau indéniable, on étend la définition, puis on en arrive à la loi 21. Parce que les gens de ma génération, là, ce qu'ils disaient, c'est que la couleur de peau, la couleur de ta peau ne compte pas et ta race n'est pas le fin mot de ton identité. Or, aujourd'hui, au contraire, on t'assigne à résidence. Tu es blanc, tu vas être blanc tout le long de ta vie. Tu es noir, tu as des valeurs de noir, tu as une façon de penser noire, tu as une façon de te comporter noire. Donc, on t'enferme dans ta race. Non, mais c'est ça qui est particulier. Il y a une forme d'inversion. Il y a quelques années, on était fiers de pas être raciste. Hein, ça, tu as avec raison d'ailleurs. Aujourd'hui, et ça, c'est l'influence vraiment de la gauche américaine, il faut être fier de se dire raciste. Parce que c'est la preuve qu'on est éveillé et qu'on va travailler sur soi-même et ses privilèges. Donc là, on a plein de gens qui confessent leur racisme sur le mode pénitentiel à la manière de figures du camp progressiste, qui sont fiers de s'accuser, qui sont fiers d'avouer qu'ils ont pris conscience de leurs privilèges, puis là, pour mieux en sortir. Et inversement, celui qui dit je suis pas raciste, puis je suis très heureux de pas être raciste, ne serait qu'enfermé dans les ténèbres de la pensée ancienne. Il serait victime il serait enfermé dans des définitions antérieures qui ne cadreraient pas avec les réalités nouvelles du racisme. Ça devient très compliqué. Et je pense que sur cette question-là, on a un devoir, on a intérêt à clarifier plus que jamais les termes qu'on utilise. Je pense que le devoir de clarification des termes, c'est une tâche d'hygiène démocratique. Sans quoi on se retrouve avec des gens qui débattent ensemble de concepts qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils saisissent simplement à coups de métaphores. Et en dernière instance, on ne sait plus de quoi on parle comme société. Tu sais, l'identité, c'est extrêmement complexe. Oui, il y a ma race, mais il y a aussi ma classe sociale, mon âge, ma culture, ma langue, mon orientation sexuelle, etc. À quelle génération j'appartiens. Tu sais, c'est complexe. Tu peux pas dire qu'un élément de ton identité résume ton identité. Mais penser comme ça, c'est une pensée enfantine. Oui, absolument. Puis je pense que ça, c'est de là le danger du multiculturalisme d'État qui fige dans le langage administratif et juridique ces catégories-là. Et là, on est enfermé dans une catégorie, alors que moi, je suis un défenseur, mais c'est pas une surprise, à mon avis, des identités qui permettent de tenir ensemble une société, qui crée du commun. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est la nation. La nation, c'est cette communauté de destin à travers laquelle chacun vit sa vie individuelle, mais est traversé par un même destin collectif. Mais aujourd'hui, la figure de la nation est disqualifiée parce qu'on dira, mais derrière la nation, la souveraineté populaire, la laïcité, l'identité, la langue, il y a la tyrannie de la majorité toujours. Et là, comme d'habitude, il faut entreprendre la déconstruction de cette figure terrifiante. Donc, on est pris dans une espèce de piège idéologique
dont on ne sort pas. Et me semble-t-il que ce qu'il faut trouver, c'est des points de rassemblement communs. Nation plus aspiration à l'universalisme, nation plus, on pourrait dire identité plus citoyenneté. Et là, soudainement, on est capable de tenir ensemble une société. Sans ça, c'est la logique tribale, c'est la logique clanique. Chacun s'enferme dans sa couleur de peau, chacun s'enferme dans sa nuance, son segment d'identité sexuelle. Puis en dernière instance, le monde commun disparaît. Est-ce que tu trouves qu'en 2020, il y a eu comme un point de rupture, un point de balance, c'est-à-dire on s'est rendu compte que vraiment le mouvement woke, ça allait vraiment trop loin, que c'était absurde, que c'était grotesque et que tout ça va retomber? Non, hélas. Moi, je suis un pessimiste en la matière. Je pense qu'on n'a pas fini, parce que chaque fois qu'il y a une tempête médiatique, bon, on la voit passer, mais ça change rien au fait que le pouvoir universitaire, une partie du pouvoir médiatique, surtout celui qui est lié à la radio-télévision fédérale, puis ailleurs en Occident, soit dit en passant, le pouvoir dans les musées, tout le pouvoir culturel ou idéologique demeure essentiellement traversé par ce courant-là. Donc, il y a des tempêtes médiatiques. Là, le commun des mortels se rend compte de ce qui arrive, ils font dit ça n'a pas d'allure, mais une fois que la tempête est passée, la dynamique se poursuit. Tant qu'on n'aura pas posé la question des institutions qui sont gardiennes et productrices de cette doctrine nouvelle, de cette morale nouvelle, eh bien, les offensives contre le bon sens vont se multiplier. De ce point de vue, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, Mathieu Bock-Côté. Salut. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Bon, cher Mathieu, le gouvernement Legault a finalement déposé son projet là, pour lutter contre le racisme, donc un rapport 25 mesures, dont des cours contre le racisme au primaire. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces cours-là? Qui va enseigner quoi? C'est ça la question qu'on peut se poser, là. Oui, ben absolument. C'est-à-dire, là, on est toujours au niveau des généralités style tarte aux pommes. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut lutter contre le racisme? Bien évidemment, il faut lutter contre le racisme. Mais sachant que ce terme, aujourd'hui, est chargé et surchargé idéologiquement, que des définitions contradictoires s'affrontent, des définitions de plus en plus étendues, par ailleurs, qui recoupent des phénomènes qui n'ont pas grand-chose à ce qu'on en sait à voir avec le racisme et qui apparemment doivent y être associés. Quand on dit donc des cours recyclés ECR pour en faire un cours d'antiracisme au moins partiel du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il y aura là-dedans. Est-ce qu'on va être devant des cours qui vont nous expliquer que les frontières c'est raciste, l'identité nationale c'est raciste, qui vont chercher à inculquer aux jeunes générations tout le discours sur le racisme systémique, ou est-ce qu'on est devant des cours qui vont proposer une vision plus équilibrée, plus classique de ce terme, qui ne chercheront pas à l'idéologiser à outrance pour en faire un instrument pour faire le procès de toute autre chose, comme la nation et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce rapport, qui est un rapport, je dirais... correct dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il se veut concret. Il se veut concret, donc il dit on va laisser de côté les grands procès, très bien. Il pourrait être plus offensif, mais quoi qu'il en soit. On va être sur des questions, par exemple, liées au logement, liées à la reconnaissance des diplômes, des questions qui sont tout à fait concrètes et qui sont tout à fait importantes. Alors, on va chercher à trouver des réponses. Excellent. Mais là, moi, je m'inquiète, cela dit, quand l'idéologie du racisme systémique se glisse néanmoins, quand on dit, par exemple, qu'il faut, au-delà même du primaire, donner des formations, des ateliers de formation à tous les employés de l'État sur le racisme ou en antiracisme. Là, si on connaît un peu ce milieu-là, si on
connaît un peu le milieu des formateurs en diversité. Si on connaît cette industrie-là, il faut comprendre qu'on est devant un milieu d'activistes, de militants radicaux qui utilisent et normalisent des concepts comme fragilité blanche, privilège blanc, racisme systémique, tout ce vocabulaire-là, le plus militant, qui a rien à voir, faut être sérieux, avec un appel à l'ouverture à l'autre, à la courtoisie, à la politesse, à l'intérêt pour l'altérité, non, qui sont globalement sur le mode, il y a une forme de privilège blanc démonté, les sociétés occidentales, quelles qu'elles soient, sont toutes racistes, des concepts forgés à même l'expérience américaine dans ce qu'elle est de plus toxique. Les milieux qui se consacrent à ça sont des milieux qui travaillent à l'endoctrinement. Donc, je pense à Stephen Guilbeault, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, lorsqu'il nous a dit, à tout le monde en parle, pour s'en excuser à moitié, mais pas vraiment, finalement pas pendant tout hier, je pense, chez Dutrissac, en disant que le droit des uns que se termine là où commence la blessure de l'autre, c'est dans un atelier sur l'antiracisme, entre guillemets, qu'il a appris ça. Hein? On comprend. Dans ces ateliers-là, puis moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent pour me raconter ce qui se passe dans des ateliers comme tels. C'est des ateliers où, en gros, vous êtes blanc, vous êtes coupable, et ainsi de suite. Donc, qu'on décide d'imposer de tels ateliers de formation à tous les employés de l'État, eh bien, moi, la question que je me pose, c'est quel type d'atelier on va imposer, quels sont les concepts là-dedans, quelle sera la pédagogie utilisée. Moi, ce que j'espère, c'est que les employés de l'État n'hésiteront pas à dénoncer publiquement les ateliers qu'on leur impose s'ils se rendent compte qu'on n'est pas dans un atelier qui lutte clairement contre le racisme pour en repérer les signes lorsqu'on le voit, mais qui cherche en fait à inculquer une idéologie sur le mode militant qui relève en fait du multiculturalisme le plus agressif. Donc ça, je pense que ça va être nécessaire d'être très, très, très attentif parce que pour l'instant, par la petite porte, la théorie du racisme systémique s'est invitée dans le rapport. Ben tout à fait. Puis et on n'a rien qu'à penser au cours d'éthique et culture religieuse. Ce on s'est dit, le fait religieux est de plus en plus présent, malheureusement, à mon humble avis. Mais en tout cas, bref, dans la société, donc il faut parler de religion aux jeunes. OK, bon, à la limite. D'après moi, on aurait pu faire ça dans un cours d'histoire ou de géographie, mais en tout cas, bon, on a décidé de se consacrer un cours. OK, bon. Mais là, on a vu que finalement, ce cours-là, c'était de l'idéologie. Ce qu'on disait, c'est que toute forme de critique d'un fait religieux est nécessairement du racisme et que, bon, on a vu c'était quoi ce cours-là? C'était pour enfoncer dans la gorge des enfants le credo du multiculturalisme à la Trudeau. Ça servait à ça. Et là, si le passé garant de l'avenir, ben, le cours contre le racisme au primaire, on a des raisons d'être craintifs. Mais absolument. Et ça, moi, je pense que tu décris très, très bien la chose. On est en ce moment avec devant le type d'instrumentalisation avec lequel on est familier depuis un certain temps. ECR, tout le monde était pour ECR, hein, parce qu'on prenait le titre au sérieux. On disait, OK, ben, c'est pour donner de la culture religieuse dans un monde de plus en plus marqué par le retour des grandes religions, ben, il faut qu'ils connaissent un peu. Puis, si c'était ça, là, si c'était un cours d'histoire culturelle des religions, ben, à mon avis, ça aurait eu sa place dans un cours d'histoire en tant que tel, mais pas ça encore. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas ça. Hein? Oups, c'était un cours qui nous expliquait que, par exemple, si on était terme du cours, il fallait être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le kirpan, qui autorisait le port du kirpan à l'école, bon, parce que c'était apparemment le signe d'une démocratie à l'heure de la diversité. Alors ça, le CR est un cours, pour reprendre un autre de ses théoriciens, qui devait fragiliser les certitudes identitaires des jeunes Québécois. CR, c'est un cours qui poussait au respect absolu de toute croyance religieuse, alors qu'on croyait que vaguement la modernité impliquait d'avoir un esprit un peu critique par rapport à ça. Mon sentiment, lisant le rapport, je l'ai lu dans le détail, j'ai l'impression qu'on va être dans là, ça se qu'on précise pas, mais on va être devant quelque chose qui va ressembler à ça. Officiellement, ça va être lutte au racisme et diversité, puis on va tous dire, bon, c'est bien en tant que tel. Là, tout le monde est contre le racisme, évidemment. La diversité, oui, mais quand on va s'intéresser à ça, on va se dire, qui va s'en occuper? C'est là qu'on va falloir qu'on regarde très bien à qui sera confiée l'élaboration de tel cours, à qui sera confiée l'élaboration de telle formation. Mais tu le sais à qui ça va être confié, là, pour montrer patte blanche, excusez le mauvais jeu de mots, mais pour montrer patte blanche, le gouvernement va donner ça à des groupes activistes, militants et tout ça, ben, c'est sûr. Et évidemment, et c'est là le problème. Moi, on voit déjà, moi, je pourrais presque là, je suis pas un intellectuel de gauche, donc je ne fais pas des listes de délation pour les personnes, mais si, pour faire un clin d'œil à Guy Debord,
Mais cela dit, je vois très bien, je vois les noms de ceux qui seront appelés à forger ces formations-là, les fédérer. Je vois leurs facultés, je vois leurs postes, je vois l'université à laquelle ils sont associés. Je les vois déjà travailler à l'élaboration de ce programme-là. On les voit. Et le problème, c'est que je crains qu'au gouvernement, ils ne les voient pas. Parce qu'une forme de prestige usurpé de l'université dans les sciences sociales et dans les facs de sciences d'éducation, soit dit en passant beaucoup aujourd'hui, c'est que dans notre esprit, l'université, c'est des gens qui travaillent en physique, en chimie, en médecine, qui élaborent des traitements contre le cancer. Puis là, on est tous absolument heureux de savoir que ça existe. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi souvent du militantisme déguisé en théorie littéraire, en expertise sociologique. Et puis là, c'est du militantisme pur, de l'idéologie pure qui évolue dans un monde parallèle. C'est le monde des faits alternatifs de l'université. Eh bien, ça, je crains que ce type d'universitaire militant, idéologue, se retrouve au cœur de l'élaboration de ces formations pour les employés de l'État, de ces formations aussi pour les plus jeunes. Donc ça, c'est un élément qui m'inquiète. Un autre élément dans le rapport, c'est il cède à la théorie de ce qu'on pourrait appeler de la représentativité absolue. C'est-à-dire, il segmente la population en catégories ethniques et raciales. Puis après ça, il veut que chaque segment identifié par la bureaucratie de la diversité soit représenté comme tel, par exemple, dans la fonction publique. Et là, on dit, c'est plus compliqué que ça. C'est juste le fait qu'il n'y a pas une proportion exacte de le poids d'une population, dans la population de telle communauté dans la fonction publique. C'est pas aussi simple que ça. Et regarde, je vais donner un exemple. Un exemple, Mathieu, dont on parle très peu. Par exemple, on pourrait dire, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques dans le milieu du showbiz, ok, comme acteurs, comme comédiens, tout ça. Faut comprendre que dans cette communauté-là, et c'est pas du racisme de dire ça, dans cette communauté-là, ils rêvent que leurs enfants soient ingénieurs, scientifiques et tout ça. Et pour eux autres, des jobs d'artistes, c'est pas important, ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur. Donc, il y a une pression auprès des enfants pour qu'ils aillent dans des jobs médecins, pharmaciens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des pharmaciens asiatiques. Et c'est ça, là. C'est comme ça, là, qu'il n'y a pas beaucoup c'est pas parce que c'est fermé, le milieu du showbiz est fermé aux Asiatiques. C'est pas ça. Mais ce que tu nommes ici, c'est la part, l'angle mort de toutes ces théories-là. C'est se peut-il que selon les communautés, quelles qu'elles soient, les préférences, appelons ça professionnelles, culturelles, sociales, élaborées, soient pas nécessairement les mêmes. Qu'on met à partir des différents parcours, des différentes trajectoires, eh bien, ça conduise pas nécessairement aux mêmes endroits dans la société. Est-ce que ça se peut qu'on doive, est-ce que la moindre disparité statistique, autrement dit, doit être pensée comme une manifestation d'inégalité raciale? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt se demander pourquoi de telle catégorie, tel groupe se retrouve plus ici, moins là? Ou est-ce qu'on doit immédiatement aborder ça à partir de la loupe du racisme systémique? Donc là, moi, quand je vois ça, puis ensuite, il y a la question, par exemple, des embauches dans la fonction publique. La fonction publique québécoise s'est construite au fil du temps. Les embauches sont moins récentes, sont moins nombreuses aujourd'hui. C'est plus compliqué d'y entrer. Bon, mais c'est peut-être moins attirant que la fonction publique fédérale à bien des égards. Bon, alors est-ce que le fait qu'il n'y a pas une proportion exacte de telle communauté ensuite dans la fonction publique, c'est un signe de racisme, ou il n'y a pas d'autres indicateurs, plutôt d'autres hypothèses qu'on devrait suivre, qu'on devrait examiner pour voir pourquoi il y a cette espèce de décalage. Ensuite, est-ce qu'il faut véritablement, mais ça c'est mon obsession, est-ce qu'il faut vraiment trier les gens selon leur couleur de peau, selon leurs origines, pour voir en dernière instance, est-ce que chacun représente bien sa communauté? Est-ce qu'on doit vraiment traiter tout le monde comme de la chair à quota? Et ça, moi, ça m'exaspère, cette manie-là. Donc, le rapport, sans même s'en rendre compte, cède devant cette théorie de la représentativité ethnique ou diversitaire, et sans prendre la peine au moins de la nuancer ou de voir que c'est plus compliqué que ça et qu'on devrait peut-être pas segmenter la population en petites identités de plus en plus communautarisées pour faire plaisir aux différents lobbies qui prétendent parler en leur nom. Donc ça, le rapport cède à ça, mais bon, encore une fois, il dit non à la théorie du racisme systémique au début. C'est très bien, c'est un rappel essentiel. Il nous dit qu'il y a des enjeux concrets à régler pour favoriser une meilleure intégration des personnes issues de l'immigration. Très bien. Il nous dit qu'il faut distinguer la question des Autochtones et la question des immigrants ou des communautés culturelles. Très, très bien. Il oublie de nous dire que la question des Autochtones n'est pas sans lien avec la responsabilité fédérale. Étrange oubli. Mais ça, c'est la lubie québécoise. On se fait croire qu'on est déjà un pays indépendant, donc on oublie le rôle de l'État fédéral ici
sur le territoire du Québec et ses effets. Et quoi qu'il en soit, il pose pas la question d'Ottawa, c'est un problème. Et ensuite, la question, donc on arrive au cœur des problèmes, les ateliers de formation, l'enseignement de l'idéologie diversitaire au primaire, et puis la question de la logique de la représentativité, entre guillemets, qui mérite d'être questionnée quelque peu. C'est un rapport, cela dit, imaginons que le QS aurait fait un tel rapport, ça aurait été une catastrophe. Imaginons que le Parti libéral l'aurait fait. Reste à voir, ça aurait été assez inquiétant, surtout sous les années Couillard. Le Parti québécois, on devine s'arrêter un rapport qui serait critique envers cette théorie de racisme systémique. Mais ce qui est certain, c'est que là, on a cherché à le définir concrètement. Est-ce qu'il y a des enjeux concrets liés à l'intégration des populations issues de l'immigration? Absolument. Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Je n'en doute pas. La société peut toujours mieux faire. Est-ce qu'on doit tout aborder à partir des prises des militants qui veulent nous imposer leur catégorie? Non. Et de ce point de vue, c'est un rapport qui est partiellement satisfaisant, mais que le gouvernement soit très, très méfiant envers ses propres recommandations parce qu'il pourrait les voir se concrétiser. Alors qu'on éduque les jeunes au danger du racisme, oui, je suis pour ça, mais qu'on les embrigade, dans un antiracisme idéologique étroit et crinqué, ça, non. Malheureusement, je pense qu'on s'en va vers ça. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Bonne journée, bye-bye. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors, il y a des anglophones, dont ton confrère de la Joute, Thomas Mulcair, qui croit dur comme fer que le Bloc québécois voulait traiter les femmes anglophones de prostituées avec leur bonjour ho, parce que dans le slogan de rue, ho, ça veut dire prostituée. Donc, il y a vraiment des gens imbéciles, je m'excuse de dire ça, mais qui croient que le Bloc a fait ça volontairement. Voyons. Là, on est dans un univers parallèle, là. Univers complètement parallèle, c'est-à-dire, ces gens-là, s'ils sont sérieux, ils nous expliquent que désormais, quand on parle français, on doit penser en franglais. En fait, ces gens-là nous expliquent qu'ils ne pensent plus en français. Ces gens-là si c'est des francophones qui s'indignent de ça, ils considèrent que le franglais est la norme. Si c'est des anglos, ils considèrent désormais que la signification anglaise des mots doit primer sur la signification française. Alors, on en revient à ce sketch génial avec Michel Rivard, au moment, je pense que c'était de fin des années 2000, les coupes en culture, et là, sur le fameux, il a dit « fuck ». Quoi? Vous avez dit « fuck ». Et une petite affaire, quoi? Et cette tête, bon, et ainsi de suite. Donc, on est dans une... Mais ça en dit beaucoup, cela dit, cette espèce de querelle absurde. Sur la capacité d'indignation automatique de la génération woke, de la mouvance woke, qui toujours cherche matière à indignation. Ensuite, sur le mépris profond du français. Parce que, autrement dit, le français n'est plus la langue commune. Le français doit être pensé à la lumière de la sonorité anglaise ou à l'écoute anglaise. C'est comme aux États-Unis, on a eu un événement un peu semblable de mémoire. Un professeur qui utilisait un mot chinois, mais qui sonnait comme néga en anglais. Et là, puisqu'il sonnait en anglais comme le mot que l'on sait, même si c'était un mot chinois, eh bien, polémique et controverse autour de ça. Donc, doit-on comprendre désormais que tous les mots de toutes les langues du monde doivent être pensés à partir de leur signification potentielle en anglais? Ceux qui le disent sincèrement et qui nous disent, oui, mais vous faites pas... attention à la sensibilité des anglophones. Non.
On parle juste français. Et puis quand c'est le temps de Noël, puis le Père Noël dit ho ho ho, il dit pas pute pute pute, il dit ho ho ho. Et ça, si on n'est pas capable de... Et puis quand on dit au Canada, peu importe comment on agence le O et le H, on dit pas pute Canada. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais alors, on est dans un espèce de délire et il est agaçant qu'on doive le prendre au sérieux. Non, mais c'est tout à fait. Mais écoute, c'est comme si j'écrivais sur Justin Trudeau et je le traitais de petit coq. Et qu'on me dirait, ben coq, ça veut dire pénis. Es-tu en train de dire qu'il y a un petit pénis? Voyons. Oui, non, mais c'est absurde. C'est comme si on le surnommait Waterhole, tant qu'à y être. et puis là, ça peut continuer. Puis moi, boc, bon, ben, dois-je comprendre que je suis un boc de bière? Et côté de quel côté? Hein? Et là, ça commence, et Martin Water. Bon, et là, ça commence à être, Sophie Rocher, ça, Free from the Rock. Là, il va juste falloir qu'on explique ce truc vraiment bizarre, mais très, très, très 1992. C'est que ceux qui parlent français pensent en français. Puis quand on pense en français, puis on parle en français, on n'est pas occupé à penser en franglais. Puis on n'est pas occupé à se demander comment ça va sonner dans le Myland. Je suis trois excités qui veulent voir une insulte puis qui traquent toujours le dérapage séparatiste. Donc là, on est quand même devant quelque chose d'absolument loufoque. Et on aimerait encore une fois... Moi, j'ai vu au début, je me suis dit, bon, c'est des blagues, là, ils font des blagues. Et non, il y avait des vrais indignés. Il y avait d'authentiques Attends une minute. Parmi les indignés, Mike Ward, qui a fait carrière en riant de tout le monde et entre autres en cognant sur la tête d'un enfant handicapé, soir après soir après soir. Monsieur Mike Ward, maintenant, se drape dans la vertu et a dit à The Gazette, c'est bizarre. On pourrait penser que le Bloc aurait au moins une amie anglophone qui aurait pu leur dire « Je n'aime pas ça quand tes amis me traitent de pute ». Attends une minute, lui, as-tu un ami handicapé qui a dit « J'aime pas ça quand tu ris des handicapés ». Faut-tu être niaiseux? Ouais, mais ça, j'ai l'impression que Mike Ward, que j'avais défendu par ailleurs, mais qui est un polytraumatisé de ses expériences, cherche à se refaire une virginité. Hein, il le sait comme il peut, je crois. Mais quand on voit ça aller, c'est que ça... ensuite, on vient nous dire qu'il n'y a pas une espèce de basculement culturel à Montréal, il n'y a pas une espèce de basculement mental et linguistique. Mais là, il faut comprendre, quand on dit, bon, on va leur expliquer, parce que ça se peut qu'ils aient besoin qu'on leur explique. Quand on dit bonjour au, c'est qu'on retourne une formule bonjour aïe qui était un signe d'anglicisation et où on se traduit soi-même dans la phrase pour se rendre optionnel. Hein? C'est quand même cette idée que le français est optionnel, choisissez un mot sur deux, puis on fait une blague, un clin d'œil, les copains, un clin d'œil pour expliquer bonjour au, parce que c'est le temps des fêtes. Puis c'est pour que vous compreniez, on n'a pas mis une espèce de catin en robe de cuir qui a l'air de danser dans je ne sais quel club qui s'appelle Gold sur l'affiche. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Donc là, on se dit, bon, là, à partir de ce moment-là, ceux qui s'indignent, ou qui font, est-ce qu'ils s'indignent pour vrai? Si oui, il y a de bonnes raisons de s'inquiéter de peut-être que l'année pandémique les a complètement effondrés. C'est possible. Ou alors, s'ils s'indignent pas pour vrai, puis ils cherchent une querelle dans le... Parce que s'ils s'indignent pour vrai, ils sont nono. Non. Écoute, ma blonde, Sophie, me rappelait que dans Blanche-Neige, les 7 nains, les nains, dans la version anglaise, ils chantent hi ho, hi ho. C'est ça qu'ils chantent, là. On s'en va au boulot en français, mais est-ce qu'ils sont en train de traiter Blanche-Neige de pute? Et comme Sophie écrit à la fin de sa chronique, c'est quand même le bout du bout. Ces commentateurs nous reprochent de ne pas connaître toutes les subtilités de leur langue, tout en ridiculisant notre souci de nous faire accueillir dans notre langue. Mais ça, c'est du colonialisme linguistique. Et là, on arrive au cœur politique de cette espèce d'histoire qui n'aurait pas dû en être une. C'est qu'il y a au Québec, aujourd'hui, une langue conquérante qui s'appelle l'anglais, qui s'exaspère de plus en plus du français, qui s'exaspère de plus en plus du fait que cette langue ne soit pas que résiduelle, qu'elle ne soit pas que la langue parlée entre eux par les Canadiens français discrètement à l'abri des nouveaux surveillants, des nouveaux foreman, des nouveaux boss. Hein? Quand je dis boss, je veux pas dire qu'ils sont gros en passant, je les traite pas de chameaux, je dis juste des beaux boss. Non, mais faut peut-être se traduire soi-même à tout moment. Donc c'est une forme de colonialisme linguistique, c'est une forme d'impérialisme linguistique, et c'est surtout une marque de mépris
époustouflante. Et là, ensuite, ils vont blaguer en disant, oui, mais vous savez, ce n'était qu'une blague. Non, ils sont indignés pour vrai. On le voit bien qu'il y en a qui sont indignés pour vrai. Et là, il faut simplement, mais c'est à ce moment-là que les Québécois, pour reprendre une formule de Christian Dufour dans le Défi québécois, un des très, très, très beaux livres qui a été écrit sur la condition québécoise depuis, depuis les années 60, il disait que les Québécois manquaient un peu de méchanceté. Il nous invitait un peu de méchanceté, au sens pas qu'il faut persécuter les gens, mais juste être capable individuellement de se tenir devant des gens qui nous font de fausses accusations, devant des gens qui lancent des reproches insensés. Il faut simplement leur dire, regardez là, un instant, vous déconnez les gars, vous dites des conneries les gars, vous dites des imbécilités les gars. Et non, vous n'êtes pas en train de faire un commentaire pertinent et moqueur sous le signe d'une espèce d'humour en clin d'œil. Non, vous êtes cave comme dans le sous-sol. Sous-sol, et là on peut les multiplier. Alors il faut éviter de prendre... Enfin, il faut les prendre au sérieux parce qu'ils nous y obligent, mais il faut surtout pas leur faire croire qu'on pense qu'ils sont intelligents. Et Mathieu, il y a des gens qui vont te dire pourquoi vous prenez tant de temps pour en parler. Ben premièrement parce que ça s'est rendu très loin. Là. Le Hollywood Reporter a fait un texte là-dessus. Ben, a fait un tweet là, que quelqu'un du Hollywood Reporter a dit ça n'a aucun bon sens. On insulte les femmes anglophones. Et deuxièmement parce que cette anecdote-là n'est pas justement anecdotique. Je pense qu'elle est très représentative de l'année 2020. C'est-à-dire qu'on s'indigne pour des niaiseries. Oui, mais absolument d'accord. Mais ça en dit aussi beaucoup sur la situation du Québec en Amérique du Nord. Notre réalité là, comme peuple, arrive au reste de l'Amérique du Nord globalement toujours à travers la médiation de la communauté anglophone ici, ou à tout le moins de ces éléments les plus militants. Hein, c'est ce que la frange des excités. Donc il y a le grand-père, c'est Don McPherson. Il y a le fils de la communauté aujourd'hui, c'est Sugar Sammy. Il y a ces figures là qui représentent aujourd'hui et des gens qui parlent français souvent, soit dit en passant, le parlent même très bien, mais n'ont jamais accepté au fond d'eux-mêmes l'idée que le Québec c'est une société de langue et de culture française et qui aujourd'hui vont juger du bonjour par le bonjouraille, le français par le franglais, et c'est toujours eux qui conditionnent l'interprétation qu'on fait du Québec ailleurs dans le monde. Donc c'est ce qui fait que Claude Morin, Louise Baudouin racontait dans, faudrait que je me souvienne du livre, il racontait comment il expliquait le Québec quelque part aux États-Unis dans les fins des années 70, puis on demandait s'il y avait vraiment une police linguistique ici qui surveillait les conversations, qui distribuait des contraventions aux gens qui parlaient anglais dans la rue. On a l'impression d'être dans le 4e Reich de RBO. Hein. Ben oui. Et donc là, on est dans cette espèce de... Ça, c'est une blague. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une blague RBO. Hein, le RBO, c'est de l'humour. Alors, quoi qu'il en soit, on est dans cette espèce de traduction de nous-mêmes permanente, et on est juste... Ce qui fait qu'à l'extérieur du Québec, eh bien, nous n'apparaissons plus qu'à travers l'indignation de ceux pour qui notre existence fait problème. Exactement. Et certainement, toi, t'aimes beaucoup le cinéma comme moi. Tu as certainement vu, lorsque tu étais jeune, le film Free Willy. Free Willy sur une baleine. Oui. Bon, une baleine. Alors, c'est sorti en Angleterre, ce film-là. Willy, en Angleterre, c'est une bisoune. Free Willy, ça veut dire monte ta bisoune. Est-ce qu'on a dû changer le titre du film parce que ça importunait les Anglais? Le film s'appelait Free Willy. Ça s'appelait pas Monte ta bisoune. Hein? Oui, mais c'est que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans l'univers primaire, premier degré, un peu imbécile, qui domine aujourd'hui. C'est l'avantage de l'indignation aujourd'hui. On se retrouve devant, globalement, soyons honnêtes, des incultes qui n'ont de culture que leur indignation alimentée par le fait qu'ils visionnent des trucs sur Twitter, sur Instagram. Là, ils ont besoin d'une petite dose d'indignation. Oh, m'indigne! Et là, m'indigne comment? M'indigne parce que là, c'était la querelle du jour. Et là, on les prend au sérieux parce qu'on dit ça. Ils sont en train de créer une nouvelle normalité. Ils sont en train de créer un monde alternatif et de nous obliger à y exister. Ils sont en train de conditionner notre rapport sur nous-mêmes. Va-tu falloir désormais que quand on va dire « oh » en français, « bonjour, oh », la blague du bloc, là, quand on va faire ça, est-ce qu'il va se surveiller? Oh là, j'ai peut-être été trop loin. Est-ce que j'ai commis des propos anti-féministes en disant ça? Aïe. Donc là, on est dans un espèce d'univers délirant. On aimerait poliment dire à ces gens-là, prends ton gaz égal, mon garçon, prends ton gaz égal. On pourrait aussi leur dire de simplement réfléchir un instant, mais j'ai l'impression que l'on serait trop exigeant. Alors, je demande un cadeau de Noël au Père Noël. J'aimerais te voir débattre là-dessus à la joute avec Thomas Mulcair. Ce serait j'espère t'offrir ce cadeau et lui offrir aussi en même temps. Merci, bonne journée Mathieu Bock-Côté, salut. Bonne journée, bye bye. Hey, oh. Hey, oh. Hey, oh.
Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, est-ce que tu as lu la chronique de Gilles Proulx aujourd'hui? Oui, j'ai lu. Alors, c'est bizarre, Gilles, je sais pas quelles sont ses sources, mais Gilles dit qu'il y a des hautes instances au Parti québécois qui rabrouent les gens du parti lorsqu'ils communiquent, lorsqu'ils partagent mes textes, tes textes, les textes de Gilles, les textes de Joseph Facal. C'est un peu bizarre, ça. Je crois comprendre, parce que j'ai lu la chronique, je crois comprendre que ça fait écho à certains restes de mauvais restes de la course à la chefferie dans certaines associations de comté. À tout le moins, c'est des échos qui m'étaient arrivés. Autant j'ai grande estime pour Proulx qui s'est raconté des moments de notre histoire et ainsi de suite de manière absolument imagée, absolument forte. Autant sur ce coup-là, je serais curieux d'aller aux sources et d'en avoir quelques autres avant de savoir. Par ailleurs, je ne m'en formalise pas. Je veux dire, le Parti québécois a toujours été une coalition. Je m'attends à ce que des gens apprécient les souverainistes de notre tendance et que des gens préfèrent des souverainistes d'autres tendances. Je ne me formalise pas exagérément de ce que je dis là, d'autant que reste à en savoir davantage avant de trancher. Non, mais ça montre qu'au PQ, il y a encore cette ce genre de divorce ou de conflit entre les identitaires et les diversitaires. Je sais pas, je regarde, moi, au-delà des échos que nous propose Gilles Proulx, qu'il a eu. Moi, je regarde la tendance du Parti québécois depuis, à tout le moins depuis la chefferie. Les grands débats qui ont traversé la chefferie, il y avait le courant dit identitaire, on sait plus comment l'appeler, nationaliste, puis le courant diversitaire, multiculti. Il y avait globalement 3 candidats de la tendance nationaliste qui a le sens de l'identité, Plamondon, Bastien et puis Nantel. Et puis il y avait Gaudreault qui incarnait l'autre tendance avec le panache. Et la tendance qu'il l'a remporté, ça me semble assez clair, me semble-t-il. Plamondon, quand on regardait son discours, sa sensibilité sur la question, on va faire la liste, sur la question du racisme systémique dans la classe politique, c'est le seul à avoir proposé une critique approfondie de cette notion-là. D'autres s'y opposent, mais lui sait pourquoi il s'y oppose. C'est ce qui n'est pas un détail. Il y a une conscience assez fine de ça. Il avait fait un texte dans le journal d'ailleurs. Sur la question identitaire, sur la question du financement de Dawson, sur la question du cégep français, sur la question des seuils d'immigration. Donc ensuite, j'ignore ce que ses conseillers lui chuchotent à l'oreille, mais si on se fie aux prises de position, si on se fie aux orientations qui sont fixées, on peut être d'accord ou non, mais à tout le moins, on est devant une critique réelle de ce que j'appelle le régime diversitaire, du multiculturalisme canadien, de la mondialisation à outrance, des concessions faites à l'idée d'un Montréal bilingue plutôt qu'un Montréal français. Donc j'ignore quels sont les conseils qu'on lui donne, mais ce que je vois quand il prend des décisions, c'est que les nationalistes québécois ensuite on verra s'ils sont d'accord, mais peuvent se retrouver là-dedans. J'ajoute que sur la question de l'indépendance, ça faisait longtemps qu'un chef péquiste n'avait pas fait de l'indépendance un véritable pilier de son action. Et non simplement une espèce de saupoudrage rhétorique qui venait à la fin. Donc, comme je dis, je ne sais pas ce que lui disent ses conseillers. Ça appartient. Je devine qu'un chef a besoin de gens de différentes tendances qui lui chuchotent à l'oreille, mais quand ils lui font des notes. Mais quand on regarde ça, au final, les prises de position me semblent être des positions qui pourraient réjouir Gilles Proulx davantage que de l'effrayer. Tout à fait. Écoute, tu veux revenir sur un éditorial qui était publié dans Le Figaro de Vincent Trémollet.
Oui, alors c'est un texte absolument remarquable, un tout petit éditorial qui a pour titre « Comme hier ». Et là, Trémollet fait, n'est-ce pas, une forme de Vincent Trémollet de Villers, qui est je pense, le numéro 2 du Figaro, fait une forme de bilan de l'année covidienne. Un bilan de l'année covidienne, et il revient sur, appelons ça, l'ensemble de nos petites libertés perdues. Donc pas la liberté L majuscule, non pas que ce soit sans intérêt, mais l'ensemble des petites libertés qui font le sel de la vie, qui font le charme de l'existence, qui humanisent la vie. Donc, que ce soit la liberté du restaurant, la liberté du théâtre, la liberté des terrasses, la liberté des amitiés, la liberté des amours, l'ensemble des libertés. Et là, il se demande, bon, ben, OK, là, on traverse cette crise-là, il faut faire ce qu'on doit faire, on doit respecter les règles, mais il s'inquiète, je le cite, à la fin de son texte, il s'inquiète je le cite, mais tous ceux qui aiment la liberté doivent veiller à ce que demain, ni la passion administrative, ni une forme d'hubris sanitaire ne survivent au COVID, ils disent au COVID. La tentation chez certains technos, quelques scientifiques sera inévitable, ils trouveront les Français sur leur chemin. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la tentation sécuritaire liée à la sécurité sanitaire, cette idée qu'il y a une série de mesures qu'on entend de plus en plus qui devront rester une fois que le vaccin sera là. Le vaccin sera là, nous serons vaccinés, nous serons probablement plus prudents, mais l'espèce de tentation qu'ont certains, le fantasme d'une vie hygiénique, le fantasme d'une vie absolument sans risque, comme si une partie significative des mesures héritées de la COVID devait demeurer après la COVID. Cette tentation-là, on l'entend dans le discours public chez certains responsables de la santé publique. Vincent Trémollet de Villers nous dit non. Ça, un instant, les libertés doivent être retrouvées. On doit cesser de présenter la vie comme quelque chose de fondamentalement dangereux et toxique. La vie retrouvée, c'est la vie aussi avec ses imprévus. C'est la vie retrouvée avec la possibilité des contacts humains. C'est la vie retrouvée qui ne soit pas toujours sous une espèce de cloche de verre. Et il nous met en garde, autrement dit, en disant très bien, on a traversé l'année en respectant les règles, en respectant les exigences, mais il y aura une bataille de la reconquête des libertés. La tentation des autorités de la santé publique sera de dire nous devons conserver plusieurs de ces mesures et la tâche des citoyens sera de dire un instant ces libertés-là ne sont pas des choses qu'on peut sacrifier comme ça durablement. On peut les suspendre un temps, le temps de traverser une année de crise. On l'a tous accepté on a fait un compte de mauvaise fortune bon cœur, mais quand viendra le temps de la vaccination, quand viendra le temps de la sortie de l'épreuve, eh bien le retour à la vie normale ne devra pas être une semi-normale ou un quart normal, c'est le retour à une vie faite de ces 1000 libertés qui font l'existence. Je trouve que c'est un texte assez important, tout court, tout simple à lire, mais qui permet de comprendre à quel point la tentation de l'État, au nom de la sécurité sanitaire, de contrôler un peu tout, absolument tout, de contrôler jusqu'au rassemblement à l'extérieur, à Noël, et ainsi de suite, comment tout ça, eh bien, ça ne doit être qu'une phase qui doit avoir une fin tôt ou tard. Est-ce que le pouvoir médical te fait peur? Est-ce que tu crains le pouvoir médical? Est-ce que tu penses qu'ils sont tentés par l'hubris? L'hubris, c'est-à-dire le tout-pouvoir. Ils se sentent omnipuissants. Ben moi, ça fait longtemps, bien avant la COVID. Moi, j'écrivais souvent avec méfiance sur la santé publique, qui toujours nous envoyait des messages sur le mode attention aux charcuteries, attention au vin, attention au chocolat, attention au toast au beurre de pinot, attention aux excès de fruits, attention aux excès de légumes. Et c'est toujours cette espèce d'idée d'une existence en laboratoire, d'une existence quadrillée, d'une existence surveillée à la loupe par des experts responsables de vérifier chacun de nos signes vitaux. Alors, tout le monde comprend qu'il y a de saines habitudes de vie à avoir. On peut faire la longue liste des choses qu'on doit faire, mais la santé publique a une définition quelquefois un peu impériale de ses ambitions, surtout de sa légitimité. Et quelquefois se permet de se mêler de domaines qui, franchement, n'en relèvent pas, à moins, comme on le verra, que toutes les autorités finissent par penser que tous les domaines de la vie les concernent. C'est-à-dire, la santé publique peut s'inquiéter de l'implantation d'un casino à Montréal, on l'avait déjà vu, mais revenons sur l'essentiel là-dessus. Je pense qu'un pouvoir médical exagéré, je pense que les bons médecins sont souvent ceux qui nous disent, oui, il faut rester en vie, mais il faut rester en vie pour vivre. Et pour vivre, ça veut dire ne pas être toujours sur le mode de l'autosurveillance permanente et complète. Donc, on doit s'inquiéter de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, les pouvoirs spirituels, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et aussi les pouvoirs sanitaires. La liberté du citoyen, c'est aussi une liberté du bon sens, c'est une liberté des petites libertés, c'est une liberté des libertés nombreuses. Et de ce point de vue, le pouvoir médical, on doit l'écouter, on doit le trouver intéressant, on doit le trouver intelligent, mais on doit quelquefois lui dire un instant, ne va pas au-delà de ton domaine d'autorité légitime, ne prétends pas englober toute la vie sous ton autorité, parce que sinon, ça ne sera plus la vie. Et tu sais que Mathieu, il y a des
gens, il y a des scientifiques qui considèrent la mort comme étant une maladie qu'on peut guérir. Actuellement, il y a des gens qui travaillent dans des laboratoires très sérieux avec de très gros financements pour tenter de résoudre le problème de la mort et d'arriver à ce qu'on soit immortel ou alors qu'on meurt à 250 ans. Oui, ben c'est la tentation transhumaniste. Il y avait Antoine Robitaille, qui travaille au journal aussi avec nous, avait écrit un très beau livre il y a quelques années, Le Nouvel Homme Nouveau, aux éditions Boréal. Puis il revenait sur la tentation transhumaniste. Et justement, l'idée, le 20e siècle a voulu faire naître l'homme nouveau. Enfin, on pourrait dire depuis la Révolution française, on a voulu faire naître l'homme nouveau à partir de la société. Et maintenant, on veut faire naître l'homme nouveau dans les laboratoires. C'est-à-dire un homme, c'est une espèce de passion eugéniste à certains égards, cette idée d'une humanité à ce point perfectionnée qu'elle serait délivrée de la mortalité. Bon, évidemment, ça n'arrivera jamais, ne nous trompons pas, mais bon, que les progrès de la médecine nous permettent de vivre longtemps, qu'ils nous permettent de guérir de maladies dont on ne guérissait pas autrefois, qu'ils nous permettent de vivre avec certaines maladies dont auparavant qui étaient fatales, mais non, on peut vivre avec elles très bien. Mais la mort est là, je vais avoir l'air de faire la philosophie de biscuit chinois, mais la mort fait partie de la vie, c'est-à-dire que c'est l'horizon indépassable de notre condition. Si jamais nous en sortions, nous ne serions tout simplement plus des hommes. Nous ne serions plus des hommes et des femmes, nous serions dans une nouvelle espèce, des mutants étranges. Houellebecq a abordé la question, soit dit en passant, dans les particules élémentaires, si je ne me trompe pas, et ensuite dans j'ai pas le titre en tête, la solitude d'une île, la particularité d'une île, j'ai pas le titre exact, mais la possibilité d'une île. La possibilité d'une île, bon, oui. où il cherche à avoir la possibilité de l'immortalité, et l'immortalité houellebecquienne, ben franchement, c'est pas si désirable que ça. Donc par ailleurs, nul ne veut mourir, chacun dans sa vie découvre un jour qu'il périra. Lorsqu'il le découvre, c'est une très, très mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle lorsqu'il comprend qu'il l'aura surmonté pour un temps. Mais, cela dit, on n'en est pas à la veille. Hein. Mais cela dit, la tentation d'une existence aseptisée pour nous permettre de mourir guéris, hein, pour nous permettre de mourir en santé à 126 ans sans n'avoir jamais rien fait de notre vie, ça, c'est quand même présent aujourd'hui. C'est la tentation hygiéniste. Et la tentation hygiéniste est l'autre visage d'un abus de pouvoir. On doit, je le redis, faire confiance à ces médecins, tout en se rappelant que la vie ne saurait être simplement un principe de conservation biologique. Et de toute façon, on voit d'ailleurs qu'avec le docteur Arruda, qui est un homme intelligent sans le moindre doute, même les hommes les plus compétents, il leur arrive de se tromper sur des questions élémentaires, si on se fie à l'actualité des derniers jours. Donc, devant tout cela, il n'est pas interdit de conserver une part de légitime scepticisme. Ce n'est pas virer dans le conspirationnisme, ça consiste tout simplement à se rappeler que la vie ne saurait être intégralement mise sous cloche de verre. Ben, je t'annonce une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, avec la déforestation, avec l'étalement urbain, maintenant, on entre en contact avec des virus qu'on n'était pas en contact avec ces virus-là avant, parce que il y avait des jungles qui nous séparaient de ces virus-là, il y avait des bois et tout ça, et que, ben, c'est le début, là, c'est qu'il y en aurait d'autres pandémies. Ben ça, c'est autre chose. C'est-à-dire ça, on l'a lu beaucoup depuis le début de la crise. C'est pas faux. C'est-à-dire, il y a un prix à payer à l'extension du développement absolu. Est-ce qu'on est en train d'atteindre les limites d'un certain modèle de développement? Est-ce que c'est tout à fait possible? Je ne veux pas me faire prophète en la matière, mais ce qui me semble important devant cela, c'est que oui, on risque d'entrer dans un environnement plus risqué, plus inquiétant, mais dans tout cela, ne traitons pas nos petites libertés comme des détails insignifiants. On l'aura bien vu cette année, hein, la liberté la plus fondamentale, le bonheur le plus fondamental qui soit, qui consiste à voir ses proches à Noël, peut être suspendu en tant qu'Covidien. C'est arrivé une fois, faisons tout pour que ça n'arrive pas deux fois. Et de ce point de vue, même si la crise l'an prochain n'était pas intégralement réglée, puis il y avait encore des résidus de crise et ainsi de suite, considérons qu'il aurait été légitime de sacrifier une fois ce moment sacré à certains égards, on ne le sacrifiera pas deux fois. Non, pas deux fois, surtout que la vie est courte. Merci beaucoup. Oui, la vie est courte. Merci. Oui, absolument. Merci, Mathieu. Salut. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué.
Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Ah, Mathieu, bien sûr, toi aussi, tu veux y aller de ton bilan de l'année 2020. Oui, ben, c'est l'exercice à la fois amusant et obligé au terme d'une année aussi chargée que la nôtre. Donc, je me suis permis. Alors, c'est une année dont les éléments les éléments qui se distinguent, qui remontent à la surface, sont assez évidents, mais je ne m'en voudrais de ne pas les noter assez clairement. Alors, on a tous vécu cette année l'épidémie de COVID, c'est quand même un élément qui est le moins de ce qui n'est pas un détail, mais l'autre épidémie qu'il faut nommer, c'est quand même le wokisme. Et je pense que c'est un élément qui nous aura marqué cette année depuis quelques mois. En fait, on voyait ça venir depuis des années. Hein. Je me rappelle, je pense octobre 2019, Barack Obama s'inquiétait de la culture woke qui était de plus en plus présente sur les campus. On avait vu ce qui s'était passé à Evergreen. On avait vu ça tout ça aux États-Unis et on continuait de penser qu'on était un peu immunisé contre ça, que c'était des délires américains, à la rigueur qu'il y avait peut-être un peu de bon dans tout ça. Et là, ce qu'on a vu, me semble-t-il, depuis quelques mois, c'est à cause des technologies nouvelles, de l'américanisation des mentalités, du contexte de l'époque qu'il y a d'autres, cette espèce d'épidémie idéologique qui fait en sorte qu'il pousse les gens à se transformer en indignés permanents, en professionnels de l'indignation hypersensibles, abreuvant d'insultes tous ceux qui ne pensent pas comme eux, pour ensuite se victimiser dès qu'on leur répond avec une pichenote. Alors ça, c'est quand même assez amusant. Ça, eh bien, on l'a vu véritablement, et j'ai l'impression que ça va continuer. Il y a dans la population un début de réponse, mais le fait est que cette espèce d'épidémie est dominante, a fondé de nouvelles normes, disons ça comme ça, dans notre système culturel, dans notre système universitaire, en partie dans notre système médiatique. Donc, cette tendance, elle s'impose, et elle s'imposera de plus en plus violemment, je crois, sur le plan idéologique, là, pas sur le plan physique, dans la prochaine année, dans les prochains temps, sur le mode de l'accusation permanente. Donc, je crois qu'on n'en a pas fini avec le wokisme, hélas, et 2020 aurait été l'année de la propagation de l'épidémie. Deuxième élément qui me semble assez important, mais là, on est plutôt dans le domaine des bonnes nouvelles. 2020, c'est aussi le retour de la question linguistique dans la politique québécoise. Alors, ça faisait des années que la question linguistique avait quitté le portrait, on n'en parlait plus. Ou alors, c'était une passion, c'est une passion réservée à la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, on faisait un bon travail, mais un travail un peu seul. Et là, il y a comme une prise de conscience de la situation de Montréal, de la situation de Laval, de tous les facteurs qui influencent cette anglicisation. Donc, que ce soit le fait que le Canada travaille à nous angliciser, qu'on réussisse pas à intégrer suffisamment les immigrants français, donc c'est un facteur d'anglicisation. On voit que ce qui s'appelait le West Island aujourd'hui s'étend à l'ensemble de l'île à bien des égards, s'étend à Laval aussi. Et il y a une prise de conscience linguistique, et ça nous a conduit presque à 2021 à certains égards. C'est-à-dire, est-ce que 2021 sera l'année où, après la prise de conscience, il y aura les gestes politiques attendus? Je note que 2020, c'est aussi, soit en passant, cette prise de conscience, elle s'est cristallisée dans un ouvrage dont on a souvent parlé à ton émission, Pourquoi la loi 101 est un échec, de Frédéric Lacroix, qui est probablement le portrait le plus fin, le plus exact, le plus documenté de la situation linguistique au Québec depuis un bon moment. Donc, justement, les deux premiers éléments qui me viennent à l'esprit avant qu'on passe aux autres, donc c'est cette épidémie idéologique et de l'autre côté, ce renouveau linguistique qui relève des bonnes nouvelles de 2020. Et aussi le soubresaut de la nation, là, après là, le dictat de la mondialisation à tout prix. On s'est rendu compte que rien ne vaut mieux qu'une nation forte pour faire face justement à des pandémies, par exemple, entre autres. Oui, absolument. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle de manière un peu savante la fonction protectrice du politique. C'est-à-dire, depuis la fin de la guerre froide, essentiellement, on nous disait que l'idéal, c'est l'abolition des frontières, l'abolition du politique, l'abolition des États, la libre circulation intégrale dans le monde, une espèce d'utopie libre-échangiste généralisée à tous les domaines de l'existence. Et là, boum, on constate que l'être humain, a besoin d'être protégé dans des situations de crise. Il a besoin d'une communauté à laquelle s'associer, une communauté sur laquelle trouver protection, des frontières qui protègent, des frontières qui civilisent. Et des frontières, il y en a toujours d'une manière ou de l'autre. Les frontières, vous les avez soit devant devant votre immeuble, vous les avez à votre pays, vous les avez à l'aéroport, vous les avez toujours quelque part d'une manière ou de l'autre. Et bien, ce qu'on constate cette année, c'est qu'on ne peut pas vivre sans ces frontières protectrices. Par ailleurs, soyons quand même, évitons l'optimisme exagéré,
c'est aussi une année qui aura permis par ailleurs aux forces déterritorialisantes, aux forces du nouvel empire numérique, de s'étendre comme jamais. C'est l'année des GAFAM, c'est l'année de toutes les puissances de la souveraineté numérique qui traitent les États comme comme quantité négligeable. Et là, la question de la démondialisation qui est amenée en politique, ici, Paul Saint-Pierre Plamondon en a parlé pas mal. En France, on en parle aussi. La démondialisation, ça ne veut pas dire qu'on veut... on veut avoir un réflexe nord-coréen puis on s'enferme chez soi. Évidemment pas. Ça veut simplement dire qu'un pays doit conserver une capacité industrielle, économique, capacité financière, une capacité d'autonomie, surtout pour traverser les périodes de crise et fixer lui-même ses orientations. Ça aussi, ça pourrait intéresser, me semble-t-il, le discours et l'action du gouvernement caquiste dans la prochaine année. Tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est des frontières, là, un petit livre que les gens peuvent lire, tiens, dans le temps des fêtes, de Régis Debray, Éloge des frontières, qui est Puis j'ajouterais que Régis Debray, tu as tout à fait raison, Éloge des frontières, un très beau livre, et lire Régis Debray en général, c'est jamais trop une mauvaise idée. Hein, c'est probablement un des meilleurs philosophes français, un philosophe qui a une plume d'écrivain, ce qui est encore mieux. Donc, c'est pas un constructeur de système pénible. Hein. Le drame de certains philosophes, c'est de construire un système dans lequel ils vont pouvoir se projeter pour s'asphyxier en ayant l'impression d'avoir atteint les hauteurs de la pensée. Non, c'est pas le cas. Régis Debray prend l'histoire, la matière de l'histoire. Il s'en est mêlé quand il était plus jeune. Hein. Il était happé par l'histoire, par ses courants. Et là, ce qu'il cherche à faire, c'est comprendre le changement de civilisation qu'on vit. Il cherche à le comprendre donc d'un livre à l'autre. D'ailleurs, il a publié cette année ses mémoires, des livres très, très, très réussis. Je pense que c'est d'une époque l'autre, si je me trompe pas sur le titre. Je le lis juste à côté de moi. Oui, d'un siècle l'autre, pardon. Alors, il y a ce sentiment d'un monde qui bascule et il cherche à comprendre. Et c'est probablement un des exercices intellectuels les plus stimulants qui soient, à mon avis, c'est-à-dire on sent qu'on bascule d'une époque à une autre. On sent qu'une civilisation qui se défait puis quelque chose d'autre apparaît, mais on ne comprend pas toujours la portée de ce qui arrive. Puis c'est l'espèce de réflexe de toujours se dire c'est pas si grave, puis c'est un détail, puis ça compte pas, puis c'est pas si important, puis l'humanité a toujours changé. Non, il y a des fois où des basculements fondamentaux arrivent qui sont pas toujours des bonnes nouvelles. Et puis de ce point de vue, lire Régis Debray, c'est quand même une bonne manière de se trouver une boussole pour comprendre un peu mieux notre temps. Et en 2020, on a eu mal à nos extrêmes, c'est-à-dire qu'à l'extrême gauche, c'était le mouvement woke, tu en as parlé, et on pourrait dire plus vers la droite, plus vers le mouvement libertarien, c'était le complotisme, le conspirationnisme. Ah oui, mais ça, c'est assez pénible, parce que le drame, je trouve, des conspirationnistes, c'est de s'imaginer qu'il y a sur cette terre des intelligences presque méphistophélique, satanique, d'une puissance absolue, capable de tout planifier dans le moindre détail, ou à tout le monde dans les grands paramètres. Un changement comme ça, on va tout magnifier dans c'est la fiction du grand manipulateur. Et ça, il oublie, ça c'est une chose qu'on est plusieurs à l'avoir dit de manière ou d'autre, que lorsqu'on doit chercher à expliquer quelque chose par la bêtise ou la malveillance, misons généralement sur la bêtise d'abord et avant tout. Et il existe dans ce monde des hasards, il existe une série d'événements qui nous échappent, et puis devant les événements qui nous échappent, chacun cherche à faire ce qu'il peut. Puis oui, il est amené à faire comme son voisin parce qu'il y a un processus d'imitation. On veut pas être celui qui fait bande à part. Donc oui, il y a eu la tentation conspirationniste qui pousse dans ces extrêmes vers des gens qui sont convaincus que demain, dans 3 semaines, Donald Trump va finalement gagner ses élections, l'emporter. C'est une forme de monde parallèle dans lequel on peut se réfugier. Et oui, ça, je pense que cette espèce de conspirationnisme, c'est triste en fait, parce que ça donne un système d'explication total et simpliste et faux à des gens qui ont besoin de sens. Alors moi, le besoin de sens, je crache pas dessus. Je pense pas que les gens sont trop oufs pour comprendre. Je pense qu'il y a un besoin de sens légitime, mais lorsque le sens fait défaut et lorsque finalement, appelons ça, les autorités légitimes ne parviennent pas à y répondre de manière crédible, eh bien là, on se réfugie dans des théories conspirationnistes et effectivement, c'est l'autre visage de l'extrême. Évidemment, tous ceux qui critiquent, on va le redire, tous ceux qui critiquent la gestion de la COVID sont pas des conspirationnistes. Tous ceux qui se disent que tout n'est pas clair là-dedans sont pas des conspirationnistes, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que la tentation de la conspiration, du complot, de tout expliquer par la puissance de quelques malveillants, ça, c'est toujours présent. C'est comme une espèce de disposition dans l'esprit humain. Et là, qui cette année a ressurgi à la puissance 1000, puis on voit ça se déployer un peu partout. Et effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'est l'autre visage de l'extrême pour 2020. Et toi, ton 2020 personnel, t'étais un peu comme le paratonnerre qui captait toutes les foudres lancées par la gauche cette année, non?
Oui, mais bon, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire, j'ai constaté que beaucoup de gens qui m'ont probablement jamais lu ni mes livres, ni probablement même mes chroniques, sauf quelques-unes, sont persuadés de savoir exactement tout ce que je pense et à quel point je suis méchant. Et c'est assez amusant, en fait, parce qu'il y a comme, on me dit souvent, les mêmes personnes me disent, ce que vous dites est absolument terrible, et en fait, par ailleurs, il y a beaucoup de grands mots, mais fondamentalement, vous dites rien. Là, il va falloir qu'on se décide. Est-ce que je suis terrible ou est-ce que je dis rien? Je veux savoir à laquelle des deux affirmations est vraie, surtout, ou encore, je ne sais quel professeur écrivait sur Facebook ou sur Twitter il y a quelques jours à mon sujet que j'étais étranger au doute et je cachais derrière, disait-il, mon panache une insécurité fondamentale. Il faut décider. Est-ce que je suis étranger au doute ou j'ai une insécurité fondamentale? Alors, bon, c'est pas très grave non plus, hein, c'est le propre de la vie publique. Il faut renoncer à l'idée qu'on sera, lorsqu'on est au cœur de l'espace public, que le camp d'en face, entre guillemets, cherchera à nous comprendre honnêtement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des interlocuteurs légitimes dans tous les camps, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens avec qui on peut avoir un immense désir de discuter, même si on n'est pas d'accord avec eux, mais la tentation de la rumeur publique, la tentation du lynchage public, la tentation de la diabolisation, des gens qui répètent sans arrêt des espèces de des calomnies, mais qui s'enroulent en elles, puis il y a une espèce d'effet boule de neige, puis là, la calomnie devient cette image faussée devient l'image qui est projetée de nous dans l'espace public. Bon, ben, ça fait partie de la vie, n'en pleurons pas, acceptons-le, faisons face, et puis continuons à vivre heureusement néanmoins. Non, mais c'est le prêt à payer d'être connu. Il y a comme moi, j'ai un Richard Martineau à côté de moi, là, puis il y a des gens, des fois, qui parlent de lui, puis c'est absolument pas moi, mais c'est lui. Donc, tu vas traîner une image avec toi maintenant. T'es pogné avec un double que tu vas traîner partout où tu vas aller, qui est l'autre Mathieu Bock-Côté que les gens croient connaître, mais qui connaissent pas. Et écoute... Oui, c'est pas très grave, on s'y fait, puis on traverse l'existence. Et écoute, en terminant, Noël, c'est quoi pour toi la période des fêtes, Mathieu? Alors, cette année, l'essentiel de Noël, c'est normalement la possibilité de se rassembler avec nos proches. C'est normalement la fête qui se pose toujours sous le signe de la réconciliation, même les familles les plus disjointes, ce qui est heureusement pas notre cas, à Noël cherchent à se revoir, comme si les êtres humains voulaient se réconcilier, voulaient s'unir, voulaient, au-delà des tempêtes qu'ils traversent, l'occasion de communier ensemble. Évidemment, il y a une dimension historique, religieuse. Pour les uns, oui, pour les autres, non, mais sur le plan historique, évidemment. Et je pense que c'est un marqueur aussi chaque année d'une certaine tradition, de certains rituels, d'un univers mental, de la possibilité pour les êtres de communier et en penser, communier en famille, que ça rassembler ensemble, puis sous le signe à la fois du bonheur, et tout en sachant aussi que c'est l'occasion de faire le bilan cette année d'une espèce d'étrange année, très pesante année. Mais non, moi c'est une fête que j'ai toujours bien aimée, et c'est l'occasion de chanter 500 fois par semaine Minuit chrétien à tous ceux qui veulent l'entendre, et même à ceux qui veulent pas l'entendre. Ça aussi c'est un plaisir dont je ne me prive pas. Merci d'être à l'émission régulièrement, puis sur une note personnelle, t'es un ami, je veux dire, t'es un ami très cher, et c'est un privilège de te connaître. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. De même, au grand plaisir. Salut, on se reparle en 2021. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile.